Avez-vous déjà pris une photo qui a complètement changé votre vie? Je ne parle pas d'un selfie ou d'un beau paysage. Je parle d'une image qui a remis en question tout ce que vous croyez ou non. Une photo qui vous a amené à vous demander si des forces qui dépassent notre entendement sont à l'œuvre dans le monde. Imaginez l'année 2010. Les smartphones étaient encore un luxe, et la plupart des gens utilisaient des téléphones simples avec des appareils photo de faible résolution. Instagram n'existait pas, les filtres n'existaient pas, et Photoshop sur téléphone était impensable. Les photos que vous preniez étaient exactement ce que vous voyez, sans retouche. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Céleste Dubois, une biochimiste de 32 ans travaillant à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Céleste était une personne parfaitement rationnelle. Diplômée de la Sorbonne et spécialisée en analyse clinique, elle vivait dans un monde de données, de statistiques et de preuves scientifiques. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Peut-être êtes-vous vous-même cette personne. Quelqu'un qui fait plus confiance à la science qu'à tout ce qui ne peut être prouvé en laboratoire. Quelqu'un qui, peut-être, a eu la foi un jour, mais la vie lui a montré que ses prières ne sont pas toujours exaucées. Si cette histoire vous parle, si vous avez déjà vécu des moments de doute sur ce qui existe au-delà de ce que l'on voit, aimez cette vidéo. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, celles de personnes ordinaires qui ont vécu l'extraordinaire, abonnez-vous à notre chaîne. Ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait changer votre vision des mystères de la vie. Mais revenons à Céleste. En octobre 2010, elle traversait la période la plus difficile de sa vie professionnelle. 3 mois plus tôt, elle avait commis une grave erreur lors d'une analyse de laboratoire, une erreur qui avait failli coûter la vie à un patient. À partir de ce jour, elle s'est interrogée non seulement sur ses compétences, mais aussi sur le sens même de son existence. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si tout ce pourquoi vous excelliez, tout ce qui vous définissait, n'avait soudain plus de sens? Pour bien comprendre ce qui s'est passé ce jour d'octobre, il faut remonter le temps. Céleste n'a pas toujours été sceptique. En effet, elle a grandi dans une famille lyonnaise profondément catholique. Sa mère, Marguerite, était une fervente dévote de Notre-Dame de Lourdes. Chaque dimanche, mère et fille se rendaient ensemble à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Céleste se souvenait encore de l'odeur de l'encens, de l'écho des chants grégoriens, du sentiment de paix qu'elle ressentait lorsqu'elle fermait les yeux et priait. Elle croyait sincèrement. Elle s'adressait à Marie comme à une amie proche, lui demandant protection pour sa famille et la remerciant pour les bienfaits qu'elle avait reçus. Mais la vie a une cruelle façon de mettre nos convictions à l'épreuve. En 2003, alors que Céleste avait 25 ans et terminait son doctorat en biochimie, sa mère a reçu un diagnostic de cancer du pancréas agressif. Les médecins lui donnaient 6 mois à vivre. Céleste passa ses mois partagés entre le laboratoire universitaire et l'hôpital. Le jour, elle étudiait les cellules cancéreuses au microscope, en quête de réponses scientifiques. La nuit, elle s'agenouillait près du lit de sa mère et implorait Notre-Dame d'accomplir un miracle. « Maman a toujours dit que tu te souciais de ceux qui ont la foi », murmura Céleste en tenant le chapelet qui avait appartenu à sa grand-mère. « Elle n'a jamais perdu confiance en toi. S'il te plaît, ne l'abandonne pas maintenant. » Mais Marguerite est décédée exactement 6 mois après son diagnostic. Il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu d'intervention divine. Juste la progression inexorable des cellules malignes que la science pouvait expliquer, mais ne pouvait arrêter. Ce jour-là, debout devant la tombe de sa mère, Céleste prit une décision. Si Notre-Dame n'avait pas protégé la personne la plus pieuse qu'elle connaissait, si les prières n'avaient aucun pouvoir sur la réalité biologique, alors elle ne placerait sa foi que dans ce qui pouvait être prouvé, mesuré et quantifié. « Je suis désolée, maman, dit-elle en retirant le crucifix de son cou. Mais je ne peux plus croire en quelque chose qui m'a abandonnée au moment où j'en avais le plus besoin. » Au cours des 7 années suivantes, Céleste devint une scientifique exemplaire. Rationnelle, méthodique et sceptique. Elle trouvait un sens à sauver des vies grâce à la précision scientifique, et non à la prière. Sa carrière prospéra, sa réputation grandit et elle était en paix avec son choix de vivre uniquement dans le monde des faits vérifiables. Jusqu'à cette erreur en juillet 2010. C'était un lundi typique au laboratoire de l'hôpital Saint-Louis. Céleste analysait des échantillons de sang pour détecter des marqueurs d'infarctus du myocarde. Le patient était Henri Moreau,
Un homme de 58 ans arrivé aux urgences avec des douleurs thoraciques. Les premiers résultats ont montré des taux normaux de troponine, la protéine qui indique une atteinte cardiaque. Céleste a vérifié à 2 reprises, comme toujours. Les valeurs étaient dans les limites de la normale. Elle a annoncé le résultat, négatif pour infarctus aigu du myocarde. Suite à cette analyse, le docteur Laurent Beaumont, cardiologue traitant, a décidé de laisser sortir le patient. C'est probablement simplement de l'anxiété, a-t-il expliqué à l'épouse d'Henri. Les examens sont normaux. 3 heures plus tard, Henri Moreau fut victime d'une crise cardiaque massive sur le parking de l'hôpital. Heureusement, il se trouvait encore près des urgences et fut immédiatement réanimé. Il survécut, mais conserva des séquelles permanentes. Une enquête ultérieure a révélé un problème d'étalonnage avec l'équipement utilisé par Céleste. Une erreur technique qu'elle aurait dû détecter si elle avait effectué des contrôles qualité appropriés ce matin-là. Une erreur qu'elle n'a pas commise, car elle était pressée, avait trop d'échantillons à traiter et était simplement une journée ordinaire. Vous avez failli tuer un homme par négligence, a déclaré le directeur du laboratoire lors de la réunion disciplinaire. Henri Moreau a 2 jeunes enfants. Comprenez-vous la gravité de ce qui s'est passé? Céleste comprit. Elle comprit en voyant la famille Moreau dans le couloir de l'hôpital. Elle comprit quand la femme d'Henri la regarda avec un mélange de colère et de désespoir. Elle comprit que toute sa rigueur scientifique, toute sa confiance en la raison, n'avait pas suffi à empêcher une simple erreur humaine. Pendant 3 mois, elle a porté ce fardeau. Elle a continué à travailler, mais chaque analyse était une torture. Chaque résultat qu'elle publiait était accompagné d'un doute, et si je me trompais encore? Et si ma précision n'était qu'une illusion? Avez-vous déjà vécu un moment pareil? Un moment où vous avez réalisé que vous n'étiez pas aussi infaillible que vous le pensiez? Que toute la préparation du monde ne pouvait pas nous protéger de nos propres erreurs humaines? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si cette histoire vous fait réfléchir à vos propres certitudes, n'oubliez pas de laisser un « j'aime ». C'est dans cet état d'esprit que Céleste s'est retrouvée le 15 octobre 2010. Elle remettait en question non seulement ses compétences professionnelles, mais aussi tout le système de croyances qu'elle avait construit après la mort de sa mère. Si la science pouvait aussi échouer, si elle aussi pouvait échouer, alors à quoi pouvait-elle se fier? Vendredi 15 octobre 2010. Le ciel était lourd sur Paris, avec d'épais nuages annonçant une pluie imminente. Céleste était arrivée tôt à l'hôpital, comme toujours lorsqu'elle devait refaire des examens de contrôle qualité. À 7h30, elle était seule au laboratoire, en train de réétalonner l'équipement de troponine qui avait causé l'erreur 3 mois plus tôt. Chaque geste était délibéré, chaque vérification triplée. Elle ne pouvait pas se permettre une autre erreur. Son téléphone portable, un Nokia 5230 basique, était posé sur le comptoir à côté des échantillons. C'était un modèle simple, doté d'un appareil photo de 2 mégapixels et dépourvu de fonction de retouche. Le genre de téléphone qui ne faisait que l'essentiel, appels, SMS et photos de base. Vers 9h15, Céleste terminait les étalonnages et commençait à traiter les premiers échantillons de la journée. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. L'un des échantillons de sang, étiqueté « Patiente, Marie Castillon, 7 ans », présentait des résultats incohérents. Les marqueurs inflammatoires étaient extrêmement élevés, mais les autres paramètres n'étaient pas pertinents. Pour une enfant de 7 ans présentant de tels niveaux d'inflammation, d'autres signes auraient dû apparaître. Soit il y avait une erreur de prélèvement, soit la fillette était dans un état critique. Céleste a pris le téléphone pour appeler la pédiatrie et confirmer l'état de la patiente. C'est alors qu'elle a eu une idée. Pour documenter les résultats anormaux, elle a décidé de photographier l'écran de l'ordinateur avec son téléphone portable. C'est une pratique courante pour créer des archives visuelles de cas intéressants. Elle a placé le Nokia devant l'écran, a ajusté l'angle pour capturer toutes les données pertinentes et a appuyé sur le bouton de l'appareil photo. Le faible flash du téléphone a illuminé l'écran pendant une fraction de seconde. Céleste baissa l'appareil photo pour vérifier si la photo était suffisamment nette. Et c'est là que son monde s'arrêta. Sur la photo, au-delà des données médicales affichées sur l'écran, il y avait autre chose. Quelque chose qui n'était certainement pas là au moment où elle a pris la photo.
Dans le reflet de l'écran, au centre de l'image, on distinguait clairement la silhouette d'une femme. Ce n'était pas seulement un flou ou un jeu de lumière. C'était une silhouette bien définie, une femme voilée, les mains jointes en prière. La qualité de l'image n'était pas excellente, on était en 2010, après tout, mais la silhouette était reconnaissable. Céleste regarda autour d'elle dans le laboratoire. Elle était complètement seule. Derrière elle, personne n'aurait pu se refléter sur l'écran. Aucun tableau n'était accroché au mur, rien ne pouvait créer cette illusion. Ses mains se mirent à trembler. Elle regarda à nouveau la photo, zoomant autant que son téléphone le lui permettait. La silhouette féminine était toujours là, visible malgré les limitations techniques de l'appareil. « C'est impossible », murmura-t-elle. « C'est une illusion d'optique. Une ombre. Un étrange reflet de lumière. » Mais lorsqu'elle regardait l'écran de l'ordinateur, il n'y avait rien. Ni reflet, ni ombre, ni silhouette. Juste le dossier médical de la petite Marie Castillon. C'est alors que le téléphone a sonné, la faisant sursauter. C'était la pédiatrie. Et Céleste ? À propos de la patiente Marie Castillon ? Pourriez-vous refaire les examens ? Les parents remettent en question le diagnostic, et la fillette semble en très bonne santé malgré ses niveaux inflammatoires. Céleste glissa son téléphone dans la poche de sa blouse, essayant de se concentrer sur son travail. Mais pendant le reste de la journée, elle ne put s'empêcher de penser à la silhouette sur la photo. Dès qu'elle avait un moment de libre, elle regardait l'image, cherchant une explication rationnelle. Je n'en ai trouvé aucun. Ce soir-là, Céleste arriva à son appartement du 14e arrondissement, déterminée à résoudre le mystère. Elle transféra la photo de son téléphone sur son ordinateur portable et l'ouvrit avec le logiciel de visualisation d'images le plus basique de l'époque. Même au grossissement maximal, la silhouette restait constante. Il ne semblait pas s'agir d'un défaut de l'appareil photo ni d'une erreur de compression. C'était comme si quelqu'un avait réellement été présent au moment de la prise de vue. Céleste a passé des heures à rechercher des explications scientifiques au phénomène. Pareidolie, la tendance humaine à voir des visages et des silhouettes selon des motifs aléatoires. Reflets multiples sur les surfaces vitrées. Défaut de fabrication des anciens appareils photo de téléphone portable. Elle a trouvé des dizaines de cas similaires. Des photos où des gens juraient avoir vu des apparitions surnaturelles, mais qui avaient des explications scientifiques parfaitement logiques. Cela l'a momentanément rassurée. Le samedi matin, Céleste est retournée à l'hôpital. Le laboratoire était vide le week-end, à l'exception de l'équipement automatisé qui traitait les analyses d'urgence. C'était l'environnement idéal pour une expérience contrôlée. Elle a positionné son téléphone exactement au même angle que vendredi et a pris plus de 20 photos du même écran, avec les mêmes réglages d'éclairage. Elle a légèrement décalé la position, modifié l'angle et expérimenté avec et sans flash. Toutes les photos étaient normales. Juste l'écran de l'ordinateur, pas de silhouette mystérieuse, pas de reflets inexpliqués. Elle a même tenté de recréer les conditions exactes de vendredi en retravaillant les données de la patiente Marie Castillon. Rien. La photo de vendredi est restée unique, inexplicable dans ses paramètres scientifiques. Ce soir-là, Céleste a appelé sa sœur cadette, Océane, qui vivait à Marseille. Océane était une artiste visuelle, plus ouverte à elle, inexplicable, que Céleste. Tu sais, Céleste, dit Océane après avoir entendu toute l'histoire, peut-être que tout dans la vie n'a pas besoin d'explications scientifiques. Peut-être que certaines choses sont. Ce n'est pas une réponse, répondit Céleste. Je suis scientifique, Océane. Je ne peux pas accepter les mystères comme explication. Mais que se passe-t-il si c'est maman qui essaie de te dire quelque chose ? Le silence à l'autre bout du fil était long. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation pareille ? Entre ce que vous pouvez prouver et ce que vous avez vécu ? Entre ce que votre raison vous dit et ce que votre cœur vous murmure ? Dites-nous dans les commentaires comment vous gérez ces moments d'incertitude. Et si vous appréciez ce voyage de découverte, laissez un « j'aime » et partagez-le avec quelqu'un qui s'interroge lui aussi sur les mystères de la vie. Céleste passa la nuit éveillée. Non pas par peur, mais par frustration scientifique.
Son esprit rationnel refusait toute explication surnaturelle, mais il ne parvenait pas non plus à en trouver une naturelle convaincante. Au lever du soleil sur Paris, elle avait pris sa décision, elle allait faire appel à un professionnel pour analyser la photo. Non pas à des médiums ou à des religieux, mais à des experts en photographie médico-légale et en illusion d'optique. Le lundi arriva avec une routine que Céleste s'attendait à retrouver normale. Elle avait pris rendez-vous avec un spécialiste en analyse photographique plus tard dans la semaine et essayait de se concentrer sur son travail. Vers 10 heures, la docteure Isabelle Rousseau, de pédiatrie, est apparue au laboratoire avec un air sérieux. « Et Céleste, à propos de la petite Marie Castillon. Il faut qu'on parle. » Ils se dirigèrent vers une salle privée. Le docteur Rousseau ferma la porte et soupira profondément. Les parents de Marie ont finalement dit la vérité. Vendredi matin, lors des analyses, la fillette avait ingéré une grande quantité du médicament de sa grand-mère. « Quel genre de médicament ?» demanda Céleste. « Anti-inflammatoire, antidépresseur, médicament pour la tension artérielle. » Grand-mère avait laissé les pilules sur la table et était sortie quelques minutes. À son retour, Marie avait avalé au moins 10 pilules différentes. Céleste sentit le sang se glacer dans ses veines. Les parents ont immédiatement emmené l'enfant à l'hôpital, a poursuivi le docteur Rousseau. Mais ils avaient tellement peur d'être accusés de négligence qu'ils ont menti sur ce qui s'était passé. Ils ont dit qu'elle avait juste de la fièvre. Sur la base de vos analyses de vendredi, nous avons immédiatement entamé le protocole d'intoxication médicamenteuse. Le lavage gastrique, les antidotes, tout a été fait à temps, car vos résultats ont montré exactement ce qui se passait. Marie est sortie de l'hôpital hier. Elle va parfaitement bien. Sans la précision de ces analyses, si nous n'avions pas détecté ces marqueurs spécifiques. Le docteur Rousseau n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Ils savaient tous deux ce qui aurait pu arriver. Céleste resta silencieuse pendant plusieurs minutes. L'ironie de la situation était impossible à ignorer. Vendredi, elle avait pris cette mystérieuse photo précisément pendant qu'elle analysait les scanners qui allaient sauver la vie de Marie Castillon. « Docteur Dubois », appela le docteur Rousseau. « Vous allez bien ? » « Ouais, je le suis. »« C'est juste, c'est bon de savoir que tout s'est bien terminé. » Plus tard, en parcourant les couloirs de l'hôpital, Céleste ne cessait de penser à cette coïncidence. Ou était-ce une coïncidence ? Elle reprit son téléphone et regarda à nouveau la photo. La silhouette féminine restait là, sereine, les mains en prière. Comme pour protéger quelque chose. Ou quelqu'un. Maman a toujours dit qu'il fallait prendre soin de ceux qui ont la foi. Les mots qu'elle avait murmurés à l'hôpital 7 ans plus tôt résonnaient dans son esprit. Mais cette fois, elle se demandait, et s'il ne s'agissait pas de croire au miracle ? Et s'il s'agissait de croire en la capacité humaine à prendre soin les uns des autres ? Ces examens avaient sauvé Marie. Non pas par une intervention surnaturelle, mais grâce à son expertise scientifique. Sa précision, son dévouement, ses connaissances, tous ces éléments avaient été les instruments qui avaient permis de protéger une enfant. Pour la première fois depuis 3 mois, depuis l'erreur avec Henri Moreau, Céleste sourit. 3 jours plus tard, Céleste rencontrait Philippe Mercier, expert en photographie judiciaire travaillant pour la police judiciaire de Paris. Ils se rencontrèrent dans un petit café près du Louvre. Philippe a examiné la photo pendant plus d'1 heure, à l'aide d'un logiciel spécialisé dont Céleste ignorait même l'existence en 2010. Il a zoomé, analysé les pixels, vérifié les métadonnées et les a comparés au modèle connu de défaut de l'appareil photo. « Madame Dubois », dit-il enfin en ôtant ses lunettes, « j'analyse des photographies depuis 15 ans. J'ai tout vu, montage, trucs, défauts techniques. Mais ça... Et l'image est authentique, sans aucune trace de manipulation. Il n'y a ni superposition, ni retouche numérique. Mais il n'y a pas non plus d'explication technique à cette figure. C'est comme si elle était simplement là lorsque vous avez pris la photo. » « Alors je ne suis pas folle ?» demanda Céleste. « Certainement pas. Mais je ne peux pas non plus vous donner d'explication scientifique à ce qui s'est passé. » Au moment de se dire au revoir, Philippe a dit quelque chose qui a marqué Céleste, « Sache que tout dans la vie n'a pas besoin d'être expliqué pour être réel. Parfois,
l'expérience est plus importante que la compréhension. Au cours des semaines suivantes, Céleste commença à ressentir un subtil changement de perspective. Pas une conversion radicale, pas un retour soudain à la foi de son enfance. Mais une ouverture progressive à des possibilités qu'elle avait jusque-là écartées. Son travail est resté rigoureux et scientifique. Elle n'a pas commencé à attribuer les résultats médicaux à une intervention divine. Mais elle a commencé à considérer sa profession sous un angle nouveau, non seulement comme une analyse de données, mais aussi comme un moyen de protéger des vies humaines. Un dimanche, près d'un mois après l'incident, Céleste se retrouva à entrer dans la Sainte-Chapelle. Non pas pour prier, se dit-elle, mais pour admirer l'architecture gothique et les vitraux médiévaux. Mais tandis que la lumière colorée des vitraux dansait sur son visage, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Ce n'était pas la foi au sens religieux traditionnel du terme, mais un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que sa compréhension personnelle. Cette nuit-là, elle a appelé Océane. « Je ne crois toujours pas au miracle, dit-elle. Mais peut-être qu'il y a des choses que la science ne peut pas encore expliquer. Et ce n'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. » « Tu sais, » répondit Océane, « maman disait toujours que la foi ne consistait pas à avoir toutes les réponses. Il s'agissait d'être ouvert aux questions. » Pour la première fois depuis la mort de Marguerite, Céleste pouvait regarder la photo de sa mère sans ressentir que de la douleur. Il y avait du désir, certes, mais aussi de la gratitude pour les valeurs qu'elle lui avait inculquées, la compassion, le dévouement envers les autres, l'humilité devant les mystères de l'existence. Cette transformation progressive vous parle-t-elle ? Avez-vous déjà vécu des moments où vos certitudes ont été remises en question, non pas de manière radicale, mais par de petites ouvertures vers l'inconnu ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si ce parcours vous touche, aidez les autres à découvrir cette histoire en vous abonnant à notre chaîne.